Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Dans cette édition, bien sûr, on parlera d'abord de la recrudescence de la migration irrégulière avec une autre pirogue de fortune interceptée au large de Saint-Louis, à bord des femmes mais aussi des enfants. Vous aurez les détails dans cette édition. Après les étudiants, c'est au tour des enseignants du supérieur de regretter la fermeture des universités publiques du Sénégal pour la réouverture de ces temples du savoir fermés depuis 5 mois. Aujourd'hui, les membres du syndicat autonome de l'enseignement supérieur décrètent un mot d'ordre de grève de 48 heures les 6 et 7 novembre prochains avec la cessation des activités pédagogiques et administratives. On en parlera bien sûr dans cette édition. Et dans la rubrique portrait du jour de ce samedi, nous allons parler de sport. Un sportif donc, un passionné, l'homme qui a mis le Sénégal sur le toit du monde grâce au sport bien sûr. Je ne vous en dirai pas plus, c'est à découvrir en fin d'édition. Et comme chaque samedi, Elhadji Malick Cissé répond présent pour nous proposer la rubrique article de la semaine. À la une, l'état de santé de Ousmane Sonko et le procureur de la République qui traque cette ou ces personnes qui ont diffusé les données à caractère personnel du détenu Ousmane Sonko, ce qui constitue une violation. Outre cette actualité, nos confrères des différents au quotidien de la place sont revenus sur l'économie du pays avec le taux de croissance du Sénégal qui connaîtra une baisse selon le Fonds monétaire international. Les détails, ce sera avec Elhadji Malick Cissé en fin d'édition. Et les détails, bien sûr, ce sera dans quelques secondes. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord à Saint-Louis, où une pirogue de migrants a été interceptée. Parmi les 141 personnes qui étaient à bord de cette pirogue, une dizaine de femmes et 2 enfants, une pirogue de fortune donc qui voulait rejoindre le vieux continent. Les détails, c'est avec Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Les candidats à l'immigration clandestine font encore parler d'eux. « 141 personnes, dont 10 filles et 2 enfants, un corps sans vie, 23 blessés graves victimes d'agressions dans la pirogue ont été évacués à l'hôpital régional de Saint-Louis. D'après les témoignages recueillis, la pirogue est partie de la Gambie depuis plus d'une semaine. Elle a fait des escales dans plusieurs localités de la côte sénégalaise où elle a embarqué des passagers. C'est finalement aujourd'hui qu'elle a été interceptée en haute mer par la Marine nationale qui l'a escortée jusqu'à la base navale de Saint-Louis. Dans la nuit d'hier, rappelons que 2 autres pirogues ont été interceptées par les forces de défense et de sécurité. Pendant ce temps, à Gandiol, on continue de pleurer les morts avec la découverte ce matin d'un autre corps sur la plage. Momar Alisnian, ces candidats à la migration irrégulière soutiennent avoir vécu le pire à l'intérieur donc de cette pirogue, les a fait tourner en rond pendant plusieurs jours dans la mer. Voici justement l'un d'entre eux, Mamadou Fall, il s'appelle, il nous dit tout. Au micro donc bien sûr de nos correspondants à Saint-Louis, Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Quand on m'a soufflé l'information, je me suis renseigné par rapport au voyage. On m'a dit que c'était 500 000 francs CFA. J'ai marchandé jusqu'au dernier moment. J'ai payé le coût du convoyage pour ma femme et moi. Nous avons pris d'autres clients en Gambie. Nous avons fait 7 jours en mer. J'ai vécu des choses que je n'aurais jamais cru vivre dans ma vie. C'est la 2e fois que je tente le périple. Il y a eu des bagarres dans la pirogue. Des faits inimaginables s'y déroulaient. Je ne vais plus jamais retenter ce voyage.
Et je vous l'annonçais dans les titres, on reparle bien sûr de la fermeture des universités publiques du Sénégal. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur dénonce ce qu'il va appeler bien sûr le mépris des autorités dans un communiqué rendu public. Le SAES a ainsi dénoncé la fermeture bien sûr prolongée de la plupart des universités publiques. Les enseignants parlent de dilatoire et de fallacieux alibi de rénovation des infrastructures et décrètent un mot d'ordre de grève les 6 et 7 novembre prochains pour justement David Célestin Faye. Il est le secrétaire national du SAES et ses collègues en 5 mois. Rien n'a été fait pour ainsi reprendre le chemin des amphis. Je vous propose justement de l'écouter, joint au téléphone par Amadou Baria. Ce qui est désolant, c'est que l'année 2022-23 est compromise puisque jusque-là, les universités n'ont fait qu'un seul semestre sur cette année-là, au moment où les bacheliers, les nouveaux, frappent aux portes des universités. Les raisons évoquées, c'est des motifs fallacieux, c'est des alibis, on le sait, c'est la rénovation des infrastructures sociales, en fait, avec bien sûr les saccages. Mais je pense quand même que l'État avait largement le temps de rénover, de sécuriser les universités. Et c'est dommage quand même qu'au 28 octobre, qu'on se rende compte que toutes les universités sont pratiquement fermées. Il y en a une seule ou deux qui sont ouvertes et qui fonctionnent. Et cela ne peut pas continuer. Le SAES, depuis le début, l'a dénoncé, a alerté les autorités pédagogiques, académiques, en fait, le gouvernement sur la nécessité de réouvrir les universités. Et malheureusement, c'est un dilatoire, on le sait, qui est orchestré depuis longtemps et nous n'accepterons pas quand même qu'on puisse arrimer le calendrier académique sur celui électoral. Il nous faut sécuriser les universités et les ouvrir pour que l'on puisse travailler. Et donc, pour cela, le SAES de Guerlas a décidé de décréter un mot d'ordre de grève de 48 heures, le 6 et le 7 novembre 2023, pour justement amener les autorités à réouvrir les universités pour que l'on puisse travailler sereinement. Et nous demandons à tous nos collègues d'arrêter d'effectuer des cours en ligne. Tout le monde sait que ces cours en ligne-là, c'est des simulacres de cours. Et dans le même chapitre, vous vivez à Dakar, vous connaissez bien Dakar, vous avez dû faire cette remarque. Des affiches proposant des cours à domicile qui pullulent presque la capitale. Prétexte donc pour la rédaction d'aller voir les parents d'élèves afin de vérifier s'ils suivent personnellement les études de leurs enfants à la maison ou bien s'ils préfèrent tout simplement faire appel au service des répétiteurs. Illustration dans ce reportage signé Sabel Olivia Diagne et Barasowa. Ce père de famille, trouvé devant un kiosque, ne s'occupe pas des études de ses enfants parce que Boubadien n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'amène mon enfant sur un répétiteur. Après la descente, vraiment, je n'ai pas le temps pour occuper de lui. Donc, des fois, je descends tard. Je descends tard, des fois, je descends à 20h ou bien 21h comme ça. Mais à la descente, moi, je viens, mais je ne trouve pas mon enfant. À la maison, il est sur le répétiteur. Donc, je l'attends. Illettré, ce père de famille est obligé de payer un répétiteur à ses enfants, malgré les difficultés de la vie. Je n'ai pas fait des études de poussée, c'est pour donner les meilleures conditions à mon fils. Nous ne sommes pas de la même génération et ce n'est pas le même programme que nous. C'est pourquoi je préfère prendre un répétiteur pour suivre mon fils. Les études sont vraiment très importantes. Nous l'avons rencontré en cours de route pour la formatrice au lycée Maurice de la Fosse. Il est hors de question d'envoyer son fils chez un répétiteur. Je m'occupe moi-même de l'éducation de mon fils. Quand il revient de l'école, je lui demande ce qu'il a fait et je prends le soin de vérifier. Je lui fais faire des exercices. Les parents doivent être derrière les enfants. C'est important. L'école a ouvert ses portes en ce début de mois d'octobre et à cause du manque de temps, beaucoup de parents font confiance aux répétiteurs pour aider leurs enfants dans les révisions. Et nous parlons d'un autre mouvement d'humeur dans cette édition. Celui-ci concerne les acteurs portuaires qui rappellent aux autorités du port autonome de Dakar leurs promesses. Celle-ci était d'accord donc pour que les frais de magasinage ne soient pas payés entre le 1er août
et le 20 octobre, en attendant donc de trouver des solutions à des problèmes liés à tout cela. Une promesse non tenue par la direction du port autonome de Dakar. Depuis le jour où ils l'ont signé devant le Premier ministre, révèle donc le collectif des transporteurs, transitaires et manutentionnaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces membres ont décidé d'arrêter toute opération de paiement dès ce lundi jusqu'à nouvel ordre, que ce soit les frais de surestarie, magasinage ou encore les frais de douane, entre autres. Suivons les détails, c'est avec Ami Diouf. Le collectif des transporteurs, transitaires et manutentionnaires reprend son mouvement d'humeur. Cette fois-ci, les membres décident de bloquer le port autonome de Dakar dès ce lundi pour pousser les autorités à respecter leurs engagements. Etienne Sarr est le président du collectif. On va arrêter tout paiement dans l'environnement portuaire. Je crois que c'est très clair. Parce qu'il n'y a pas de raison de payer des droits de douane de 10 millions, laisser ton conteneur à l'intérieur du port pour un paiement de moins de 500 000 qui va te retenir. Donc nous sommes assez grands, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. On n'a aucune difficulté avec l'administration douanière. Un protocole d'accord déjà signé devant le Premier ministre, mais il peine à être respecté. Etienne Sarr y voit un manque de considération. Avec 3 promesses. L'annulation du magasinage et de surestarie. Le deuxième point, c'était les arrêtés ministériels qui devaient être signés sous week-end. Le troisième point, c'est les immobilisations et détentions qui devaient être réglées avant le 15 octobre. Ces 3 engagements ont fait l'objet d'un protocole d'accord qu'on a signé avec l'autorité portuaire, à savoir le directeur général du port. Jusqu'à date d'aujourd'hui, à l'heure T dont je vous parle, ce protocole n'a pas été signé. Le collectif réuni comme un seul homme décide cette fois-ci d'aller jusqu'au bout pour avoir gain de cause. Le mot d'ordre ne sera pas levé tant qu'il n'y a pas une solution immédiate. On veut parler de grève. On est d'accord, il y a une grève, mais la grève est effectuée par des employés. Et vous tous ici, commerçants, transitaires, vous êtes des employeurs. On ne peut pas faire un mouvement de grève. On arrête de fonctionner, on arrête de travailler. Si on doit s'appauvrir pour ce port et ne plus vivre, autant arrêter, réfléchir à ce que demain ou après-demain, on puisse aller de l'avant, parce que sinon, ça ne va pas aller pour nous. Les revendications restent les mêmes. Ces acteurs portuaires demandent la suppression des surestaries, des magasinages, mais aussi des rétentions de conteneurs. Au même moment, à Kaolack, les populations des parcelles Assainies lèvent le ton et dénoncent leurs difficiles conditions de vie. Elles sont confrontées aux problèmes d'assainissement, mais pas que. Se pose également un problème d'impraticabilité des routes. Pour se rendre ainsi en centre-ville, c'est la Croix et la Bannière, oui, j'y parviens. Ces populations interpellent ainsi les autorités dans ce reportage signé Sekou Diallo et Astumbaya. Les parcelles assainies de Kaolack ne sont pas bien assainies selon les populations. Ces dernières sont confrontées à de nombreuses difficultés. Depuis des années, nous vivons presque une situation difficile. Cette situation est due au manque d'assainissement des parcelles assainies. Les routes sont défectueuses. Aussi, on peut dire bien que depuis, ça fait bientôt 4 ans, nous réclamons des assainissements concernant les eaux usées et pluviales. Les routes défectueuses, depuis 4 ans, nous réclamons cela, mais malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Aujourd'hui, nos dames, pour quitter le marché et venir aussi aux parcelles, c'est un calvaire. On les réclame presque le triple du prix de ce qu'ils payaient, ou bien même quelquefois ils refusent de venir. Bon, concernant les eaux usées, depuis des années, nous vivons des situations difficiles. Les vélotaximènes sont les plus touchés par cette situation. Nous avons des motos Jakarta et nous assurons le déplacement des populations au niveau du quartier parce que le taximan ne peut pas venir ici à cause de l'état désastreux des routes, surtout pendant l'hivernage. Ces populations interpellent les autorités. Nous avons besoin de bonnes routes, nous avons besoin d'électrification. Nous voulons que notre quartier Parcelles Assainies soit un quartier moderne, comme les autres quartiers. Nous interpellons le maire, Serigne Mboup. Il est venu ici à plusieurs fois, mais jusqu'à présent, il n'a rien fait. Nous interpellons
les HLM. Ce sont les HLM qui ont construit les Parcelles Assainies. Et jusqu'à présent, ils nous ignorent. Nous sommes dans une situation très difficile. L'état désastreux des routes a aussi impacté le prix du transport. Pendant ce temps, les hommes et les femmes, main dans la main, luttent contre les cancers du sein et le cancer donc du col de l'utérus. La Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO, apporte ainsi son soutien à la LISCA avec une enveloppe de 1 million de francs CFA. Ensemble, ils ont organisé une randonnée pédestre ce matin à Dakar, suivant les explications de Maguette Sambo. Il est membre de la LISCA, il est au micro de Moussa Fall. Donc là, je tiens d'abord à remercier le directeur général de la SAPCO et tous les employés de la SAPCO, mais également tous les participants de cette manifestation. Donc moi, je dirais que à l'issue de cette randonnée, je dirais que tous les participants de cette randonnée pourraient être des relais. Parce que là, actuellement, il n'y a que la sensibilisation et le dépistage précoce qui nous permettra d'éradiquer le fléau, le cancer aussi au Sénégal. Donc nous tenons également à remercier le directeur général pour son engagement dans la lutte contre le cancer. Parce que cet appui va nous permettre de subventionner des bons de mammographie. Donc, vous savez, les femmes qui viennent au niveau de la LISCA pour se faire dépister, il y en a des femmes qui n'ont pas les moyens de pouvoir bénéficier de cette bonne de mammographie. Ce don sera un ouf de soulagement pour certaines femmes. Donc, à cet effet, je tiens, au nom de toutes ces femmes qui auront à bénéficier de cette mammographie, nous leur disons merci et merci également à tous les membres de tous les employés de la SAPCO. Donc, les actions à pérenniser, c'est toujours l'information. C'est toujours la sensibilisation, c'est toujours le dépistage. Le dépistage, c'est à temps réel. La sensibilisation aussi, ce sera à temps réel, l'information aussi. Parce que je dis que sans l'information, on ne peut pas éradiquer ce fléau. Sans le dépistage aussi, on ne pourra pas éradiquer ce fléau. Donc les trois vont de pair. Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a entamé une tournée de 4 jours au niveau de la région de Ziguinchor. Lors de la première journée, Victorine Dey a fait face à de nombreuses interpellations, notamment à Diembereng, dans les blocs maraîchers des femmes au quai de pêche de Cap Skirring et à Niassia où elle a clôturé la journée. La mairesse de Niaguis a tenu à rassurer les femmes et les jeunes de l'accompagnement de l'État dans le financement de leurs projets. Les détails, c'est avec Hassan Ba. Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a démarré sa tournée dans le département d'Oussouye et plus précisément dans la commune de Diembereng. Au bloc maraîcher du quartier Etama, les femmes ont égrené un chapelet de doléances devant le ministre de la Microfinance. Financement, dañ koy dégg ci télé comme ni ñuy financer jigéenu Sénégal yi waaye ñun bokkuñu ci. Nous voulons vraiment une aide, surtout avec le système goutte à goutte pour l'arrosage. Nous voulons aussi du financement, une chambre froide, une unité de transformation et un mur de clôture pour protéger nos cultures contre la divagation des animaux. Après les blocs maraîchers, direction le quai de pêche de Cap Skirring pour rencontrer les pêcheurs et les femmes qui s'activent dans la transformation des produits halieutiques. Le président du quai de pêche demande au ministre de financer les jeunes et les femmes qui sont au niveau du quai. On a des GIE. Il faut que l'État aide ces jeunes-là. Parce que moi, si je prends l'exemple des gens qui portent les caisses-là, c'est très difficile. Ils ne peuvent pas continuer à porter ces caisses-là. Tu ne peux pas continuer à porter des caisses qui te font 60 kilos et c'est des gens qui te font jusqu'à 40 caisses par jour. C'est très difficile. Financer ces GIE-là pour qu'au moins ces jeunes-là puissent au moins se développer. Et aussi les femmes. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Et c'est des braves femmes. Le ministre doit les aider et leur donner des financements pour que ces femmes puissent travailler. Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire rassure les femmes et les jeunes sur les financements de leurs projets. La tournée que nous faisons aujourd'hui, c'est juste pour corroborer ce que nous avions déjà eu à travers les documents déjà transmis. Et c'est ce qui nous permet vraiment d'être dans cette logique de fast-track pour passer dès à présent, dès le samedi, à la cérémonie de remise des financements. Ces financements sont
orienter vers les fédérations de GIE que nous trouvons ici, qui ont des besoins en fonds revolving, fonds de financement revolving, mais également à travers des projets beaucoup plus structurants comme ceux des unités de transformation qu'il nous faudra aussi également accompagner. Victorine Day a clôturé la première journée de sa tournée à Niassia, où elle a rencontré des femmes qui disent attendre des financements de son ministère. Parlons à présent de ce début de solution proposée pour lutter contre les feux de brousse. Le ranch de Doli est doté de 3 camions citernes. Les responsables ont ainsi reçu les clés des mains du directeur national des eaux et forêts qui a ainsi fait le déplacement. Le colonel Baïdiba s'y est rendu quelques jours après le feu qui a ainsi emporté 15 hectares de tapis herbacés. Il a invité les populations à installer des pare-feux afin de protéger le ranch d'Iboletika contre les flammes. Les propos du colonel Baïdiba sont recueillis, oui, j'y arrive, par Nal Diop. Poursuivons ses explications. Nous sommes ce matin ici au ranch de Doli pour une visite de travail. Suite au dernier feu, ils sont survenus ici dans le ranch. Nous avons pensé qu'il était absolument nécessaire de venir déjà rencontrer les populations, les communautés, rencontrer les partenaires. Quand on sait l'importance du secteur de l'élevage dans le développement économique et social de notre pays, l'impact de ce secteur dans la vie de ces populations au niveau national, quand ce ranch brûle, là, c'est tous les secteurs qui sont impactés. Et c'est pourquoi on vient de doter ce ranch de 3 nouvelles citernes, mais il reste maintenant à compléter avec les petits véhicules pour un peu donc pouvoir circuler vite quand il y a un feu dans le ranch. Et nous avons, en rapport avec donc, le ministère de l'élevage, en rapport avec le PRAPS, ils ont prévu d'entretenir 150 km de pare-feu. Ils ont prévu aussi 100 km de nouveaux pare-feu. Avec aussi le PEDEPS qui va aussi jouer sa partition. Là aussi, ils ont prévu 200 km de pare-feu à entretenir et en plus 100 km de nouveaux pare-feu. On va donc, avec l'appui de ces projets, avec ce que les forêts vont apporter, nous osons espérer que ces feux ne vont plus prospérer. Nous avons profité de cette réunion avec les populations pour les sensibiliser davantage. On peut amener autant de cisternes, mais l'importance, c'est de ne pas allumer. Mame Seynabou Babou s'intéresse aujourd'hui à un sportif. Quelques indices, allons-y. Un footballeur passionné depuis son plus jeune âge. Il s'est reconverti aujourd'hui en sélectionneur et a été le premier à faire gagner notre pays une médaille de bronze en Coupe du Monde. Vous avez trouvé? Alors, il s'agit de Souleymane Bara Fomba, actuel entraîneur des malentendants. Son profil, bien sûr, revisité par Mame Seynabou Babou. À jamais le premier, Souleymane Bara Fomba est le premier sélectionneur d'une équipe nationale sénégalaise, médaillé de bronze d'une Coupe du Monde de football. Lui qui a très tôt quitté l'école en classe de CM2 pour rejoindre les terrains de football, c'est à l'école de police qu'il a été formé très vite. Il gravit les échelons et passe par toutes les catégories. J'étais international de football. Donc quand j'ai fini ma cursus de cadet, je suis allé à la Jeanne d'Arc, jouer là-bas en junior. Et en junior, j'étais capitaine de l'équipe nationale des juniors qui était qualifiée à la Coupe d'Afrique des phases finales en île Maurice. Et j'étais leur capitaine. Après sa carrière en tant que joueur, il se reconvertit en coach. Il débute avec les joueurs de Nawetan avant de se retrouver à la tête de l'équipe nationale des sourds-muets. Avant, j'étais l'entraîneur de l'équipe nationale des juniors de la Jeanne d'Arc de Dakar. J'ai fait 3 ans là-bas. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à travailler. Donc j'ai été encore dans la direction technique départementale de Dakar comme membre du staff. Donc c'est là-bas que les gens m'ont vu commencer à travailler. Je salue au passage M. coach Tassirou Diallo qu'on a parlé de venir accompagner les sourds à ce moment-là.
parce qu'il préparait la Coupe d'Afrique des sourds en 2021. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à intégrer l'équipe nationale de football des sourds comme adjoint. Grâce à lui, les joueurs malentendants sont arrivés en 3e position à la Coupe du monde de football. Communiquer avec son équipe est-il facile? Sa réponse. Il suffit que d'être un peu réceptif et d'être compréhensif et d'être passionné. Et c'est facile de communiquer parce que ce n'était pas une chose qui me bloque, qui est un facteur bloquant pour moi, parce que comme j'ai fait presque 1 an avec eux, avant d'être leur entraîneur, parce que j'avais déjà commencé à parler avec eux. Un jour, ils m'ont dit que non, toi, tu nous apprends les choses très faciles et on comprend très vite. Tu ne cries pas, tu expliques, et puis quand on fait des erreurs, tu nous dis que là, ça va venir, il faut faire doucement. Avec ça, il y avait une complicité. Il souhaite aller plus loin et décline ici ses ambitions. C'est d'être le sélectionneur des U20 du Sénégal, parce que c'est un poste vacant et je sais que je peux aller là-bas, travailler et faire progresser encore l'équipe, parce que j'ai le profil, j'ai l'expérience et j'ai l'expertise et j'ai le background qui me permet de demander, de postuler. Souleymane Bara Fomba et le sport, c'est une passion depuis le bas âge. De joueur à entraîneur aujourd'hui, il peine à joindre les deux bouts car son poste de sélectionneur n'est pas rémunéré. Il demande plus de considération pour vivre et faire vivre le sport qu'il aime tant. Place à la rubrique article de la semaine. L'état de santé d'Ousmane Sonko avec la fuite de la lettre adressée par l'administration pénitentiaire au ministre de la Justice a bien été relayé par la presse et le procureur traque ceux qui ont fait fuiter ces données médicales du leader de l'ancien parti politique PASTEF. Et pendant ce temps, bien sûr, la réouverture de l'UCAD et les assises de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar préoccupe nos confrères. En économie, 166 milliards de francs CFA du FMI pour le Sénégal, le Fonds monétaire international, donc, qui parle du taux de croissance du Sénégal. Au lieu de 5,4%, il sera ainsi à 4,2% selon le Fonds monétaire international. Les détails, c'est avec Elhaj Malik Cissé. Lettre au ministre de la Justice sur la santé de Sonko, l'alerte du médecin affiche à sa une le quotidien Bespi. Gravité de la maladie de Sonko, la preuve par des documents officiels, titre le Témoin. Mon confrère souligne qu'une lettre adressée par le directeur de l'administration pénitentiaire au ministre de la Justice et un document interne de l'hôpital principal de Dakar révèle la gravité de l'état de santé du leader de l'ex-parti PASTEF. L'alerte infutée décrit la situation médicale d'Ousmane Sonko, dont l'état de santé est déplorable, selon ses avocats. Le quotidien se fait également écho de l'alerte de la direction de l'administration pénitentiaire sur l'état de santé de Ousmane Sonko. Selon Vox Populi, le procureur traque ceux qui ont fuité les données médicales de Sonko. Fermeture de l'UCAD, l'université otage de la politique, met en exergue enquête qui note que 5 mois après la suspension des cours, les autorités ont décidé de prolonger les vacances jusqu'au 20 décembre prochain. Irrités par cette fermeture prolongée de l'UCAD, des étudiants menacent de paralyser le système éducatif, signale Libération. Selon le journal, des étudiants de l'UCAD se font frotter aux forces de l'ordre au cours d'une journée mouvementée lundi dernier. S'opposant à la prolongation de la date de la réouverture du campus social de l'UCAD, le collectif des amicales des étudiants sème la pagaille et récolte des vagues d'arrestations, selon Vox Populi. Pour Bespi le Jour, cette fermeture rappelle le spectre de juin, lorsque des manifestants avaient mis l'UCAD à sac suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Les braises du feu qui avaient consumé des bâtiments de l'université sont encore dans l'esprit des autorités politiques et universitaires. Et pendant ce temps, l'UCAD a abrité
les assises de l'université jeudi et vendredi dernier. En économie, 166 milliards de francs CFA du FMI au Sénégal affiche à sa une Le Soleil qui signale que le Sénégal s'attend à recevoir ce financement avant la clôture des opérations financières de l'année 2023. Un accord de principe allant dans ce sens a été conclu à l'issue d'une mission du fonds dirigé par Edouard Guernaël, mentionne le journal. L'annonce a été faite mardi au cours d'une conférence de presse conjointe entre le chef de mission du FMI et le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Dans une situation économique tendue, le Sénégal garde la confiance de ce partenaire stratégique qu'est le Fonds monétaire international. Notre enquête en titrant « Le Sénégal décroche 166 milliards de francs CFA ». Concernant la croissance économique, le FMI baisse la note du Sénégal, souligne Baisse le jour. La croissance économique est revue à la baisse de 5,3% à 4,1%. Selon Vox Populi, le retard de l'exploitation des hydrocarbures plombe la croissance initialement fixée à 10,6%. Wolf Quotidien se fait l'écho des souffrances de la filière avicole. Le secteur de l'aviculture est en souffrance. Il traverse une crise sans précédent. Ces acteurs réunis autour de l'interprofession avicole du Sénégal sont montés au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. Ils alertent les autorités sur le trafic des carcasses de poulets et autres produits importés de la filière, rapporte Wolf. C'est une alerte rouge, affiche l'AS. Pour les acteurs, l'aviculture sénégalaise, qui depuis plus de 20 ans est devenue une filière émergente, vit probablement ces derniers jours. Au sujet de la vente en France des biens de Senghor, Le Soleil note que le président Macky Sall fait tout arrêter. Selon l'Astre de Anne, le ministre de la Culture, Aliou Sow, a été dépêché en France à la tête d'une forte délégation pour négocier le rachat de tous les objets et procéder à leur rapatriement au Sénégal. L'affaire se complique selon enquête, relevant que si les négociations entre l'État du Sénégal et la commissaire priseuse n'aboutissent pas dans les jours à venir, les biens de Léopold Sédar Senghor seront vendus aux enchères au mois de décembre prochain. Fin de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez soin de vous.